Les caractères de la bruyère des ouvrages de l'Esprit suite. 19. L'on m'a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoïle. Je l'ai fait. Ils l'ont saisi d'abord, et avant qu'il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je l'excuse, et je n'en demande pas davantage à un auteur. Je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites. Ceux qui, par leurs conditions, se trouvent exempts de la jalousie d'auteur, ont eu des passions ou des besoins qui les distraient et les rendent froids sur les conceptions d'autrui. Personne presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune, n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage. 20. Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touchés de très belles choses. 21. Bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde par l'impression, ou quel sera son sort parmi les habiles. Ils ne se hasardent point leur suffrage, et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu'ils ont les premiers approuvé cet ouvrage et que le public est de leur avis. Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous convaincre qu'ils ont de la capacité et des lumières qu'ils savent juger, trouver bon ce qui est bon et meilleur ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains, c'est un premier ouvrage. L'auteur ne s'est pas encore fait un grand nom. Il n'a rien qui prévienne en sa faveur. Il ne s'agit point de faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande pas, zélote, de vous récrier, c'est un chef-d'œuvre de l'esprit, l'humanité ne va pas plus loin, c'est jusqu'où la parole humaine peut s'élever, on ne jugera à l'avenir du goût de quelqu'un qu'à proportion qu'il en aura pour cette pièce. Phrase outrée, dégoûtante, qui sentent la pension ou l'abbaye, nuisible à cela même qui est louable et qu'on veut louer. Que ne disiez-vous seulement, voilà un bon livre ? Vous le dites, il est vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé par toute l'Europe et qu'il est traduit en plusieurs langues, il n'est plus temps. 22. Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains traits dont ils n'ont pas compris le sens et qu'ils altèrent encore par tout ce qu'ils y mettent du leur. Et ces traits sont corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs propres pensées et leurs expressions. Ils les exposent à la censure, soutiennent qu'ils sont mauvais, et tout le monde convient qu'ils sont mauvais. Mais l'endroit de l'ouvrage que ces critiques croient citer, et qu'en effet ils ne citent point, n'en est pas pire. 23. Que dites-vous du livre d'Hermodore ? Qu'il est mauvais, répond Antime. Qu'il est mauvais ? Qu'il est tel, continue-t-il, que ce n'est pas un livre ou qui mérite du moins que le monde en parle. Mais l'avez-vous lu ? Non, dit Antime. Que n'ajoute-t-il que Fulvie et Mélanie l'ont condamné sans l'avoir lu et qu'il est ami de Fulvie et de Mélanie ? 24. Arsène, du plus haut de son esprit, contemple les hommes et dans l'éloignement d'où il les voit, il est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté jusqu'aux cieux par de certaines gens qui se sont promis de s'admirer réciproquement, il croit, avec quelque mérite, qu'il a possédé tout celui qu'on peut avoir et qu'il n'aura jamais. Occupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles, élevé par son caractère au-dessus des jugements humains. Il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme, et il n'est pas responsable de ses inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n'y a point d'autre ouvrage d'esprit si bien reçu dans le monde et si universellement goûté des honnêtes gens. Je ne dis pas qu'il veuille approuver, mais qu'il daigne lire, incapable d'être corrigé par cette peinture qu'il ne lira point. 25. Théocrine sait des choses assez inutiles. Il a des sentiments toujours singuliers. Il est moins profond que méthodique. Il n'exerce que sa mémoire. Il est abstrait, dédaigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ceux qu'il croit ne le valoir pas.
Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l'écoute. Est-il lu, il me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous, qu'en pense-t-il ? Je vous l'ai déjà dit, il me parle du sien. 26. Il n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l'endroit qui leur plaît le moins. 27. C'est une expérience faite que, si se trouvent 10 personnes qui effacent d'un livre une expression ou un sentiment, l'on en fournit aisément un pareil nombre qui les réclame. Ceci s'écrit, pourquoi supprimer cette pensée ? Elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable. Et cela affirme au contraire ou qu'ils auraient négligé cette pensée ou qu'ils lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns dans votre ouvrage, qui est rencontré et qui peint la chose au naturel. Il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé et qui d'ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre. Et c'est du même trait et du même mot que tous ces gens s'expliquent ainsi, et tous sont connaisseurs et passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur que d'oser pour lors être de l'avis de ceux qui l'approuvent ? 28. Un auteur sérieux n'est pas obligé de remplir son esprit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais mots que l'on peut dire et de toutes les ineptes applications que l'on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude que l'on ait dans sa manière d'écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu'à leur faire rencontrer une sottise. 29. Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments. Il faudrait leur parler par signes ou sans parler se faire entendre. Quelque soin qu'on apporte à être serré et concis, et quelque réputation qu'on ait d'être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer et n'écrire que pour eux seuls. Ils conçoivent une période par le mot qui la commence et par une période tout un chapitre. Leur avez-vous lu un seul endroit de l'ouvrage ? C'est assez, ils sont dans le fait et entendent l'ouvrage. Un tissu d'énigmes leur serait une lecture divertissante, et c'est une perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit rare et que peu d'écrivains s'en accommodent. Les comparaisons tirées d'un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, ou d'un embrassement qui, poussé par les vents, s'épand au loin dans une forêt où il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.